Bonjour à tous, vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Rosine Monezero et Mohamedou Oumfa est avec moi pour la coprésentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour à tous. Cette semaine, nous parlons des prisonniers, un groupe à haut risque de transmission des infections sexuellement transmissibles et donc du VIH-Sida. En prison, l'homosexualité et les inimonies courantes, c'est un besoin physiologique. Souvent, ça se fait de manière rationnelle, souvent, ça se fait par les intimidations, souvent, ça se fait dans la brutalité, donc c'est-à-dire qu'on peut violer quelqu'un. Nous le verrons en République démocratique du Congo. Les données les plus récentes montrent que la prévalence du VIH chez les prisonniers est de loin supérieure à celle de la population générale. Dans les prisons, nous tournons autour de 3% de prévalence, alors que la prévalence de la population générale a été établie par l'EDS en 2013 à 1,2%. Ça fait pratiquement le double de ce qu'il y a dans la population générale. Témoignage d'un ancien prisonnier, éclairage d'un responsable du programme de lutte contre le sida. C'est dans la suite de ce programme. Mais pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Et l'actualité santé, c'est une fois encore avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. Alors parlons tout d'abord de la pollution de l'air et ses conséquences sur la santé. L'OMS vient de publier un rapport sur le sujet. Que peut-on en retenir ? Mohamedou, on peut en retenir que la pollution de l'air est une menace environnementale majeure pour la santé. Selon les chiffres du rapport, près de 93% des enfants de moins de 15 ans dans le monde, soit 1,8 milliard d'enfants, respirent un air si pollué que leur santé et leur développement sont gravement mis en danger. L'OMS distingue deux types d'air, l'air ambiant et l'air à l'intérieur des maisons. En 2016, la pollution de l'air ambiant a été responsable de 4,2 millions de décès prématurés, pendant que la pollution de l'air à l'intérieur des habitations a été responsable de 3,8 millions de décès prématurés. Des chiffres qui montrent donc l'ampleur de la situation. Et puis Firmin, quelles sont les sources de pollution de l'air et quelles sont les conséquences pour la santé des enfants ? La pollution de l'air ambiant provient essentiellement de l'incinération des déchets, des pratiques agricoles et des processus naturels tels que les feux de brousse, les tempêtes de poussière et les éruptions volcaniques. À l'intérieur des habitations, c'est l'utilisation des combustibles solides et du kérosène pour la cuisson des aliments, le chauffage et l'éclairage. Pour ce qui est des conséquences, ce sont très fréquemment des maladies respiratoires comme la pneumonie ou l'asthme. Il y a aussi les effets indésirables sur les naissances. C'est le cas par exemple des enfants qui naissent avec des malformations et de faibles poids. Enfin, et pour s'arrêter là, on peut évoquer les risques neurologiques, les risques associés au développement moteur et mental des enfants. Le message de l'OMS est donc le suivant. Faisons la promotion de l'utilisation de moyens de transport moins polluants, des écoles qui doivent être situées loin des principales sources de pollution de l'air telles que les routes à fort trafic, ainsi qu'une meilleure gestion des déchets. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Parlons maintenant de l'épidémie d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité de l'ONU demande de hâter la riposte contre cette épidémie. En effet, le 30 octobre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité de ses membres la résolution 2439, une résolution dans laquelle il a demandé à toutes les entités compétentes du système des Nations Unies d'accélérer leur intervention face à l'épidémie d'Ebola qui sévit en RDC. Le Conseil de sécurité leur demande notamment d'aider à élaborer et à exécuter des plans de préparation d'opérations, de liaison et de collaboration avec les gouvernements de la région et ceux qui leur prêtent assistance. Constatant avec une vive préoccupation que la situation globale sur le plan humanitaire et de la sécurité dans l'ensemble de la RDC est exacerbée par les groupes armés, le Conseil de sécurité demande à toutes les parties de permettre le libre passage dans de bonnes conditions de sécurité et sans délai de l'ensemble du personnel humanitaire et médical ainsi que du matériel, des transports et des fournitures connexes dans les zones touchées. Et toujours en rapport avec l'épidémie, quel est le bilan de la situation sur le terrain ? Au 31 octobre 2018, le ministère congolais de la Santé a recensé 244 cas confirmés. Il y a eu 144 décès parmi les cas confirmés et 81 personnes sont guéries. Depuis le début de la vaccination le 8 août, plus de 24 000 personnes ont été vaccinées. Selon le ministère congolais de la Santé, a béni de nombreux centres de médecine traditionnelle réfèrent en retard les cas suspects vers le centre de traitement d'Ebola.
Afin de pallier ce problème, des agents de la surveillance visitent les différentes formations sanitaires publiques et privées de Béni afin d'examiner les patients hospitalisés et déterminer si le tableau clinique des patients correspond à la maladie à virus Ebola. En moyenne, les équipes de surveillance visitent 140 structures sanitaires par jour. Cette stratégie explique en partie l'augmentation des cas suspects isolés et prélevés ces derniers jours à Béni. Merci Firmin pour toutes ces nouvelles. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme annoncé au début de ce programme, cette semaine, nous parlons des prisonniers. Ils font partie de ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle les populations clés, c'est-à-dire les groupes à haut risque de transmission des infections sexuellement transmissibles, IST en sigle. Privés de leur liberté, obligés de se cacher pour vivre leur sexualité, les rares fois qu'ils en ont l'occasion, ayant accès à des services de soins de santé limités, les prisonniers véhiculent souvent des IST plus rapidement que dans la population générale. Pour parler de tout cela, nous recevons comme invité Daniel Safou, journaliste congolais ayant passé plusieurs années en prison. Il nous a raconté ce qu'il y a constaté. Il est au micro de notre correspondante à Kinshasa, Béro Matanda. Quand vous prenez les règlements d'ordre, n'est-ce pas, des prisonniers, et nulle part est indiqué que les prisonniers peuvent s'accoupler avec leurs femmes. Non, non, ça n'existe pas. S'ils le font, c'est de manière cachée, c'est dans les soucis du besoin physiologique. Mais la prison en soi ne permet pas les intimités dans la prison. Comment se passent les visites? À partir de 7 heures, déjà les visiteurs, n'est-ce pas, viennent. Juste parce qu'en fait, il y a ces prisonniers qui doivent déjeuner, que ce sont les visiteurs qui amènent ou qui apportent, n'est-ce pas, les petits déjeuners. Donc déjà 7h30, les visiteurs sont là, ils attendent les prisonniers. Il s'est dit que l'homosexualité est plus en plus fréquente dans les prisons. Est-ce vrai? Comment expliquez-vous cela? Oui, c'est vrai. C'est vrai dans la mesure où le besoin du sexe, c'est un besoin physiologique. Parce que les besoins se présentent, on a besoin du sexe. Parce qu'il y a besoin du sexe, l'homme va développer une intelligence juste pour répondre, n'est-ce pas, à son besoin sexuel. Donc, l'homosexuel, il y en a dans la prison. Souvent, ça se fait de manière rationnelle, souvent ça se fait par les intimidations, souvent ça se fait dans la brutalité, donc c'est-à-dire qu'on peut violer quelqu'un. Donc, en prison, l'homosexualité, elle est une monnaie courante, comme je l'ai dit tantôt, c'est un besoin physiologique. L'homme a besoin du sexe. La femme a besoin du sexe. Et quand il n'y en a pas, il crée un environnement devant lui permettre, n'est-ce pas, répondre à son besoin physiologique. Et du moment où il n'y a pas un espace qui lui permet soit de le faire avec une femme, soit la femme de le faire avec un homme, il s'accouple entre eux. C'est là où naît d'ailleurs la croissance, n'est-ce pas, de l'homosexualité, dans ce sens-là. Et souvent, non pas seulement parce qu'il s'agit d'un besoin physiologique, parfois par manque. Un prisonnier qui n'a pas mangé, un prisonnier qui n'a rien, quand on lui propose notamment les rapports sexuels, moyennant, il cède parce qu'il n'a pas mangé, parce qu'il n'a pas de visiteurs, il n'a pas une famille. Mais les hommes véreux, les hommes mal intentionnés, ils disent non, petit, l'ambela rangaï, nando futakayo. Mais au finish, tu deviens mon copain. Le jeune arrêté n'a pas une famille, n'a pas de visites, mais il va vivre comment? Ce qui est comme les repas qu'on présente aux prisonniers. Ces repas, c'est pas un repas, c'est un repas qu'on donne aux animaux. Un homme ne peut pas survivre avec un repas préparé à la prison. Chaque jour, vous prenez les haricots. C'est les repas de tous les jours, on ne prépare que les haricots. Certains ne s'y portent pas. Il y a des fois aussi on ne prépare pas. Ça réduit certains prisonniers qui n'ont pas de moyens à l'animalité. Ils sont prêts à vendre même leur âme pour qu'ils trouvent de quoi mettre sous la dent. C'est là où les gens profitent. Parce qu'il y a besoin physiologique. Tu tires un jeune homme, tu lui donnes de l'argent et vous passez, n'est-ce pas, à l'homosexualité. Évidemment, ce sont des cas qui ne sont pas fréquents. Évidemment, les cas isolés, à un moment donné, ça prend encore et qu'on sort. Et s'il n'y a pas de mesures d'encadrement dans la prison entre prisonniers, ça prend une dimension inacceptable. Ça se passe quand même en cachette ou au vu aussi de tout le monde? Ça se passe en cachette parce que dans la prison, les prisonniers se protègent entre eux. En prison, il y a tout un État, il y a tout un gouvernement. Il y a des responsabilités. Et les prisonniers se surveillent mutuellement, se protègent aussi, n'est-ce pas, mutuellement. Ça se passe en cachette, mais on finit toujours par les savoir. Tel est dans l'homosexualité, tel aime l'homosexualité, tel il arrive, n'est-ce pas,
à répondre à ses besoins physiologiques avec les hommes. On le sait, on sait identifier tous ces gens. Avez-vous connu de cas de prostitution dans votre prison? Comment ça se passe? Mais il y a la prostitution. Quand les prisonniers perdent tout ce qui lui reste, c'est la femme. Les prisonniers ont une valeur exceptionnelle de la femme. Ça se passe en complicité avec les responsables de la prison, les autorités de la prison. En prison, vous avez les gouverneurs. En prison, vous avez les sénateurs. En prison, vous avez toute une armée, vous avez les PEM censés réglementer les comportements, n'est-ce pas, des prisonniers. Alors, pour que vous arriviez réellement, n'est-ce pas, à poser ces actes, il faut passer par les autorités. Donc, corrompre les autorités de la prison, qui soient au courant que tel est tenté d'opérer dans tel coin, dans tel recoin. Donc, la prostitution en prison existe, d'autant plus que l'État n'a pas un œil permanent en prison. Ce sont les prisonniers eux-mêmes qui réglementent, n'est-ce pas, les comportements, la conduite, n'est-ce pas, de la prison. Donc, il y a moyen de corrompre tel gouverneur, tel responsable, juste pour répondre à ses besoins physiologiques. Avez-vous entendu parler des prisonniers souffrant des infections sexuellement transmissibles? Il y en a beaucoup. La prison, nos prisons, c'est les lieux des infections. Il n'y a que les infections en prison. C'est les liés. D'abord, l'environnement, n'est-ce pas, de la prison, en soi déjà, c'est une infection. C'est déjà une infection. L'entretien de la prison, l'État ne fait pas l'entretien de nos prisons. C'est nous-mêmes, les prisonniers, qui à un moment donné, vous devez apporter l'entretien, la salubrité qu'on sort. Mais sinon, la prison en soi, c'est déjà une infection. Mais il s'ajoute encore d'autres infections, n'est-ce pas, liées, n'est-ce pas, au sexe. Un prisonnier qui totalise 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois sans voir la femme. Les jours où il verra la femme, il ne va pas réfléchir des fois. Il va poser l'acte. Ça, c'est de un. De deux, il n'y a pas les condoms dans la prison. Il n'y en a pas. Si on arrive à distribuer, n'est-ce pas, les condoms dans la prison, moi je me dis une fois, 2 fois, parfois rien. Il n'y en a pas. C'est pas comme vous ici à la cité, il y a des pharmacies, il y a les condoms, non. C'est-à-dire que les condoms se vendent en prison à un prix élevé. C'est pas comme à la cité, on les vend à vil prix. Vous comprenez? Donc, d'abord, cette sensation-là, de ne pas gérer ses sentiments, pousse les prisonniers à poser des actes sexuels sans se contrôler, par besoin. Ils tombent, n'est-ce pas, dans les infections, notamment les sida et beaucoup d'infections. Il y en a trop dans la prison parce qu'il n'y a pas un encadrement sexuel auprès des prisonniers. Il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas des ONG qui viennent, par exemple, pour la prise en charge, distribuer des préservatifs régulièrement, il n'y a pas? Non, ils viennent, mais pas de manière régulière. Même s'ils viennent, ils ne viennent pas avec les lots de condoms tels qu'on les voit par-ci, par-là. C'est pratiquement l'une des raisons où les prisonniers sont victimes, n'est-ce pas, des maladies transmissibles. Et concernant, par exemple, les dépistages, est-ce qu'il y a ces ONG, par moment, qui viennent, qui font le dépistage, vous apportent du matériel, des médicaments pour lutter contre les infections sexuellement transmissibles? En prison, il n'y a pas seulement les infections transmises, il y a aussi la tuberculose. Il y a une forte dose de la tuberculose, n'est-ce pas, en prison. Il y a certaines épidémies, n'est-ce pas, en prison. Dire qu'il y a dépistage en prison, non. Et souvent, les prisonniers se disent, je suis déjà en prison, pourquoi je dois aller me dépister? Au cas où on se rendait compte que je suis sidatique, tu vois, ça vous affaiblit encore davantage, ça vous dépouille. Alors, pour qu'un prisonnier arrive, n'est-ce pas, accéder au dépistage, ça demande aussi un enseignement. Il faut un encadrement, n'est-ce pas? Les prisonniers au Congo sont abandonnés, n'est-ce pas, dans leur triste sort. Souvent, il y a 2, 3 ONG qui peuvent venir, mais sinon, je reconnais beaucoup plus l'apport des églises, des réveils et nos églises. Mais nos églises, quand ils viennent, c'est pour nous apporter quelque chose à mettre sous la dent. C'est pour nous apporter l'évangile. C'est pour nous apporter le Christ. Ça, c'est déjà quelque chose de bien en prison. On vous parle du Christ. Mais sur les plans physiques, dans les fous ici, il n'y en a pas. C'est rare. On a l'impression d'abandonner les prisonniers. Nous n'avons pas de prison. C'est par infirmité du langage que nous appelons c'est la prison. Non, ce ne sont pas des prisons, ce sont des cimetières. Il y a plusieurs infections. Il n'y a pas seulement le sida, il y a la tuberculose. Et la tuberculose se transmet en prison avec une vitesse inacceptable. Aussi, les femmes qui viennent se prostituer en prison, ce sont elles qui constituent vraiment l'apport, n'est-ce pas, du VIH-Sida dans les... En fait, les prisonniers ne calculent pas, ne discutent pas. Si la femme lui parle de $10 parce qu'il est dans les besoins, il lui donne, il peut même aller au-delà s'il a les moyens. Ces femmes-là apportent beaucoup. Dans les comportements des prostituées, ces femmes prostituées préfèrent beaucoup plus les milliers, n'est-ce pas, de tous ces prisonniers parce qu'en fait, ils sont dans la faiblesse. Ils ne discutent pas pour le sexe. C'est pas comme ceux qui sont libres, qui discutent jusqu'à diminuer, n'est-ce pas, son tarif. Les prisonniers ne discutent pas. Les prisonniers ont une valeur exceptionnelle de la femme. La femme lui donne encore espoir et espérance. Donc difficile pour vivre une sexualité responsable dans la prison.
C'est impossible. D'abord, vous n'êtes pas responsable, vous êtes prisonnier. On vous a dépouillé de vos libertés, c'est difficile. Sauf celui-là qui est responsable, s'il faut le dire, qui peut user, n'est-ce pas, de la protection. À moins qu'il y ait aussi les condoms. Vous pouvez en avoir l'intentionnalité, n'est-ce pas, de se protéger. Mais lorsqu'il n'y a pas de matériels appropriés, mais il y a besoin, vous allez poser l'acte sans réfléchir des fois. Peut-être après l'acte, vous allez vous dire, mais tiens, je me suis livré à quoi? Je n'ai pas attrapé la maladie, par exemple. Vous comprenez? Donc vous êtes dans cette inquiétude-là. Mais sinon, j'en appelle aux organismes d'assister les prisonniers, de faire voir aux prisonniers que vous êtes encore utile demain pour votre société. Ce n'est pas la fin de la vie, mais ça nécessite un encadrement réel. Il n'y a pas de pharmacie dans nos prisons. S'il n'y a pas de pharmacie, a fortiori, les condoms, comment vous allez en avoir? Et donc, c'est fini, vous tuez la personne. Vous tuez la personne. Au Congo, nous n'avons pas de prison. Ce sont les rejetés de la société. Nous remercions Daniel Safou, journaliste et ancien détenu. Il était au micro de notre correspondante Béro Matanda. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. La prévalence du VIH-Sida dans les prisons inquiète-t-elle les populations qui vivent hors des lieux de détention? Les prisonniers sont-ils plus vulnérables au VIH-Sida que la population en général? Nos correspondants à RDC ont recueilli quelques avis dans les rues de Kinshasa. Écoutez. Oui, je pense personnellement que les prisonniers sont des personnes les plus vulnérables. Ils sont exposés au VIH-Sida par rapport aux personnes qui vivent à l'extérieur. C'est-à-dire quoi? En prison, il y a échange des matériaux tranchants. Il y a ceux qui veulent se raser, qui échangent des matériaux. Il y a ceux qui peuvent faire la manicure, qui échangent sans savoir le statut sérologique de l'autre. Il y a aussi les relations que les prisonniers entretiennent entre eux. Parmi eux, il y a des personnes infectées et d'autres qui sont non infectées. Sûrement que le temps qu'ils traînent en prison, il y a des accouplements entre des prisonniers hommes, on retrouve même des homosexuels parmi eux. Alors il y a beaucoup de risques parce que cette catégorie de personnes n'est pas vraiment protégée. Elle est vraiment surexposée au VIH-Sida, selon moi. Pour moi, c'est non. Parce que nous qui sommes libres, nous qui vivons ici dans la vie courante, nous avons plus accès avec les autres. Donc, on se côtoie un peu plus, le contact est un peu facile. Par rapport à eux qui sont là-bas en prison, pour qu'ils puissent avoir le sida, il faut que quelqu'un vienne de l'extérieur pour arriver là-bas et que cette personne puisse être aussi contaminée ou a déjà attrapé le sida. Donc, les prisonniers n'ont pas vraiment trop de problèmes avec ça. Mais ils attrapent aussi le sida par contact avec les autres prisonniers. Oui, moi je pense que les prisonniers sont plus vulnérables au sida parce qu'ils n'ont pas un programme de prévention dans la lutte contre le sida par exemple. Parce que dans ces programmes-là, on prévoit par exemple la distribution des préservatifs, chose qui ne se fait pas en prison. Et suite à ça, il y a aussi l'homosexualité qui règne en prison. Et les prisonniers peuvent facilement se contaminer les uns avec les autres et ainsi être plus vulnérables et exposés au risque d'attraper le VIH-Sida. C'était là quelques avis d'auditeurs à Kinshasa, capitale de la RDC. Les autorités, quant à elles, reconnaissent que les prisonniers font partie des populations clés. D'ailleurs, selon les statistiques les plus récentes, la prévalence du VIH au sein des prisonniers est de 3%, soit plus du double de la prévalence dans la population générale. De manière sporadique, des actions sont menées dans certaines prisons, ce qui est loin de résoudre le problème. Écoutons à cet effet les explications de Yves Obotela, point focal droits humains et VIH au programme national multisectoriel de lutte contre le sida en RDC. Il est au micro de notre correspondante Béro Matanda. On peut dire qu'il y a une grande prévalence du VIH aujourd'hui dans les prisons qui a été détectée par quelques activités que nous avons menées dans certaines prisons précises en RDC depuis 2015, 2016, 2017. Dans les prisons, nous tournons autour de 3% de prévalence, alors que la prévalence de la population générale a été établie par l'EDS en 2013 à 1,2%. Ça fait pratiquement le double de ce qu'il y a dans la population générale. Mais aujourd'hui, dire l'ampleur du VIH dans les prisons, en dehors de cet aspect de prévalence, c'est un peu difficile que nous puissions le ressortir totalement parce qu'il faut réellement une étude précise au niveau des prisons, ce qui n'est pas fait ou bien qui est fait plutôt souvent de manière parcellaire. C'est certaines prisons qui sont ciblées. Mais nous pouvons imaginer que l'ampleur dans les prisons est grave parce que
en dehors des aspects habituels dans les prisons, ça veut dire le manque de liberté, et ainsi de suite, et les hommes qui sont d'un côté, les femmes de l'autre, il y a aussi un aspect dans nos prisons congolaises qui est la promiscuité. Et cette promiscuité-là ne peut que cacher une grande ampleur du VIH dans les prisons. Peut-on considérer que c'est un problème de santé publique ? Oui, aujourd'hui le VIH dans les prisons est un problème de santé publique et cela a été prouvé même au niveau des Nations Unies. Aujourd'hui, dans les populations clés en matière de VIH, c'est-à-dire les populations que nous devons traiter en premier lieu dans le cadre de la dynamique du VIH, il y a aussi les prisonniers. Nous avons les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les professionnels de sexe, les consommateurs de drogues injectables et spécifiquement, il y a aussi les prisonniers et autres détenus, parce que si nous disons prisonniers, nous risquons de nous limiter aux prisons, alors qu'il y a plusieurs autres cadres de détention dans les différents bureaux de la police, dans les parquets, les cachots, ainsi de suite. Donc il faut considérer tous ces lieux-là, et vu la promiscuité qui y règne, et vu les risques qui y règnent aussi, nous sommes obligés de les considérer comme un problème de santé publique, et même selon les recommandations internationales. Quels sont les facteurs qui favorisent la transmission du VIH-Sida dans les prisons ? En tout cas, les facteurs sont d'abord les mêmes que dans toute la population générale aujourd'hui. Spécifiquement, d'abord, ce sont les relations sexuelles qui se passent en prison. D'abord, les relations entre hommes ou bien entre femmes. Mais il n'y a pas que ça, parce que nous avons aussi dans les cas de visites conjugales des professionnels de sexe qui passent en prison, ou carrément même les visites conjugales réellement, des mariés qui passent en prison. Et vu que les relations sexuelles sont la plupart du temps non protégées, vu le manque de préservatifs en prison, nous croyons que le risque est déjà grand. La première chose que je pourrais dire, ce sont les relations sexuelles non protégées. Est-ce qu'il y a des initiatives ou des stratégies mises en place pour réduire les risques de VIH-Sida et des IST dans les prisons ? Aujourd'hui, le ministère de la Justice se bat pour avoir réellement les moyens de pouvoir agir efficacement dans les prisons. Les moyens sont quelque peu là. Certains partenaires s'alignent petit à petit, comme le PNUD s'aligne petit à petit pour appuyer le ministère et mener certaines activités dans les prisons. Mais les grandes activités que nous avons menées jusqu'à présent se sont limitées à la sensibilisation et les conseils de dépistage volontaire que nous réalisons en prison, et c'est déjà une grande chose que nous pouvons signaler. Mais aujourd'hui, il y a des raisons de mener des actions de grande envergure, mais cela dépendra des moyens qui seront mis en place. Par exemple, aujourd'hui, quand nous disons aujourd'hui nous allons faire un CDV en prison, oui, il y a quelqu'un qui est détecté séropositif par le CDV, oui, il faudra qu'il prenne ses ARV. Les ARV veulent dire aussi il faudra qu'ils puissent se nourrir. Il faut une prise en charge nutritionnelle efficace. Est-ce qu'il y en aura? Je me souviens encore de cette prison, la prison centrale de Kisangani, où le médecin de la prison nous avait donné un témoignage très poignant, vu le manque de nourriture, souvent, ou bien la nourriture non adéquate par rapport aux ARV que les personnes vivant avec le VIH-Sida en prison devaient prendre. Il était obligé de donner ce que nous appelons les biscuits énergétiques, des biscuits énergétiques qui sont donnés par certains partenaires pour permettre justement qu'on puisse nourrir certaines personnes malnutries. C'est ça le problème. Mais on était obligé de les donner aux personnes qui prennent des ARV juste pour pallier au manque de nourriture. Et ce sont des choses qui sont très graves. Voilà. Y a-t-il des obstacles dans la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le VIH-Sida dans les prisons? Je crois que les obstacles aujourd'hui pour agir dans les prisons sont minimes. Au travers le plaidoyer du PNMLS, le ministre de la Justice s'est levé depuis 2011 exactement pour lui aussi s'engager dans la lutte contre le VIH-Sida et mener des activités précises dans son domaine. Et le domaine des prisons est un domaine régalien du ministère de la Justice. Et le ministère de la Justice est aujourd'hui ouvert avec la nomination de Madame un point focal VIH et droits humains au ministère de la Justice depuis 2012. Je crois que les obstacles sont très minimes. Il s'agit juste de rentrer dans les canaux officiels au travers de Madame le point focal ou bien au travers du ministère de la Justice. Les prisons sont très accessibles en RDC. Je crois même qu'il y a plusieurs barrières ont déjà sauté et je crois que je ne considérais pas tellement qu'il y a beaucoup de barrières au niveau de la RDC. Les prisons sont ouvertes, mais ce sont aussi les moyens d'arriver auprès de telle ou telle prison. Évidemment, aujourd'hui, nous arrivons à la prison de Lubumbashi, de Kisangani, de Bukavu. C'est bien, mais il y a aussi d'autres prisons qui peuvent être en Équateur et ainsi de suite. Mais est-ce que l'accessibilité le permet? C'est ça le problème. Nous remercions Yves Obotela, point focal droits humains et VIH au programme national de lutte contre le sida en RDC. Il était au micro de notre correspondante Biro Matanda. VOA Afrique, votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être.
Vous avez des questions sur votre santé? Vous voulez prévenir vos maladies? Les soigner à temps? Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays? Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Munezero et Mohamedou Oumfa, samedi à 8h30, temps universel. Votre santé, c'est votre avenir. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le Dr Armand Genkap, a répondu à vos questions. Le Dr Genkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Bonjour docteur, je m'appelle Eliane Perez Kasumba. Je vis à Beni, à l'est de la République démocratique du Congo. Comment faire pour servir ce bébé du lait maternel après 6 mois si la femme continue à réclamer du lait maternel et refuse les aliments de substitution? Le sevrage d'un bébé du lait maternel doit être progressif et se faire en douceur sur une durée minimum de 15 jours. Ce sévrage en douceur et progressif permet au bébé de s'habituer progressivement à un autre goût que le goût du sein de sa maman et aussi à un autre goût alimentaire que celui du lait maternel. Pour ce faire, la maman doit dans un premier temps tirer le lait de son sein qu'elle va conserver dans un biberon. Ce lait conservé dans un biberon, elle va le proposer à son bébé lorsqu'il n'a pas faim et lorsqu'il est en forme. Et progressivement, lorsqu'il se sera habitué à prendre ce lait du biberon-là, elle va progressivement remplacer les tétés par le biberon contenant son lait maternel qui est proposé. Et au fur et à mesure que l'enfant va s'habituer, par exemple, au goût de la tétine et va de moins en moins s'habituer au goût du sein de la maman, elle va de ce fait remplacer maintenant le lait contenu dans le biberon, le lait maternel qu'elle avait tiré, contenu dans le lait maternel, par des aliments de substitution. Ces aliments de substitution peuvent être chez un enfant, chez un bébé qui a 6 mois, à partir de 6 mois, ça peut être du lait infantile de premier âge, ça peut être du yaourt qu'elle va maintenant mettre dans le biberon ou le donner à l'enfant directement. Ça peut être des fruits, mais des fruits bien mûrs et qui seront mixés. Ça peut être une purée de légumes, ça peut être une purée de pommes de terre. Et il ne faut pas oublier que pendant ce sévrage-là, il faut bien hydrater l'enfant, à savoir qu'il faut lui donner à boire sans discontinuer autant qu'il en a besoin. Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voaafrique.com et sur nos télévisions partenaires. Et c'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée aux prisonniers, un groupe à haut risque de transmission des infections sexuellement transmissibles, des personnes qui, privées de leur liberté, obligées d'entretenir clandestinement les relations sexuelles et un accès limité aux services de soins de santé, constituent un groupe très vulnérable. Pour en parler, nous avons reçu comme invité Daniel Safou, un ancien prisonnier. Il nous a raconté les réalités vécues dans certaines prisons congolaises. Nous avons aussi écouté Yves Obotela du programme de lutte contre le sida en RDC. Il nous a parlé de quelques initiatives menées par le gouvernement pour lutter contre le VIH-Sida dans les prisons. Nous leur disons merci d'avoir participé à cette émission. Nous disons également merci à Firmin Koyaweda qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Un grand merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thiero et de Carl Starling qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Munezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.